Alors bonjour à toutes et tous, moi je suis Romain Domici, je vais animer la table ronde qui va venir sur nouveaux modèles économiques et territoires. Euh, pour introduire le sujet, je vais juste dire quelques mots, je ne vais pas vous prendre trop de temps puisque comme on a un peu de retard, je vais faire un peu variable d'ajustement. Euh, on a vu dans la table ronde d'hier et dans les ateliers combien il y avait une connexion entre ce qui se joue dans les entreprises. Et si vous avez discuté avec tous les dirigeants qui sont présents aujourd'hui et embarqués dans la démarche, enfin dans une trajectoire relevant de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on voit la connexion entre ce qui se joue pour les entreprises et la dimension territoriale. C'était dans le propos du président Christian Roquet lors de l'introduction, c'était dans le propos de Christian Dutertre, et normalement ça transpire à peu près dans tous les ateliers dans lesquels vous vous êtes retrouvés, cette notion d'écosystème, aussi de ressources immatérielles qui ne sont pas flottantes comme ça dans un monde séparé, on pourrait dire, du monde réel, mais qui sont incarnées, ancrées et prises dans une dynamique territoriale, c'est-à-dire aussi, tout ce qu'on voit aujourd'hui ici à Tourcoing, ça transpire le territoire des Hauts-de-France, une histoire qu'on vous a rappelée, une culture que vous entendez aussi, une forme quelque part de territorialité des questions que l'on approche. Et donc la table ronde que je vais animer tout de suite et je vais appeler mes intervenants juste là, elle a comme objectif de mettre en avant, de mettre en discussion ce que c'est finalement cette dimension de territorialité, ce pont entre des dynamiques entrepreneuriales, on pourrait dire individuelles, alors individuelles, je ne parle pas des gens, mais des organisations, micro, on pourrait dire, et en même temps des dynamiques collectives, territorialisées, ancrées, qui s'inscrivent dans un temps plus long, qui s'inscrivent aussi dans un horizon plus large, et donc dans ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle la question de la territorialité, c'est-à-dire le rapport à ces dimensions territoriales. Donc pour discuter de tout ça, je vais appeler dans l'ordre d'apparition ensuite de la discussion. D'abord Alexandre Ducrot, qui a été mentionné plusieurs fois hier lors de l'introduction et dans pas mal d'ateliers, j'imagine. Tu étais d'ailleurs dans un des ateliers. Alexandre, qui est notaire à Saint-Paul-sur-Ternoise et qui est notamment un des acteurs de quelque chose qui s'appelle l'Agora du Ternois. J'en dis pas plus, il va nous en apprendre davantage lors de son intervention. Ensuite, Karine Descamps, alors qui est un peu un trait d'union, on va dire, entre démarche entrepreneuriale et territoire, puisque Karine a une sorte de double casquette. Elle a été à la fois dans le groupe de travail en tant qu'entrepreneur ou acteur économique du territoire du Ternois, et en même temps devenue élue à l'innovation à Saint-Paul-sur-Ternoise. Donc Karine va aussi nous expliquer ce qu'est cette agora du Ternois, ce que c'est cette dynamique. Ensuite, on a Julien Ada, qui est directeur du réseau Cocagne, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça, et qui donc, vous avez eu Dominique, son président, hier à la tribune, va aussi nous mettre en lumière cette dynamique territoriale que mènent notamment les jardins de Cocagne. Alors, les jardins, vous en avez tout un ensemble, et ils sont généralement très ancrés et en lien avec leur territoire, et donc comment cette question se travaille aussi au sein des jardins de Cocagne. Et enfin, alors, Claire Pinet de l'ADEME, qui va nous présenter aussi comment l'ADEME, qui est une agence nationale qui travaille notamment, qui soutient en partie dans beaucoup de territoires la question des nouveaux modèles économiques et d'économie de la fonctionnalité de la coopération en particulier, c'est ce qui nous intéresse ici, comment du coup l'ADEME a conçu, pensé, élaboré une approche de cette question du lien entre des dynamiques entrepreneuriales et des dynamiques territoriales. Et enfin, puisque j'ai dit enfin, mais c'est pas complètement fini, enfin Simon Ledet, qui est délégué général du Club Noé, que je vous représente pas, parce que vous l'avez eu longuement hier à la tribune, et sans doute que vous l'avez tous croisé à un moment ou à un autre, et qui va lui nous parler de à la fois ce travail d'animation territoriale, c'est-à-dire comment on soutient, comment on se place en position de faire résonner cette dimension territoriale à partir d'initiatives, encore une fois individuelles avec des guillemets, hein, d'initiatives micro, comment tout ça rentre en résonance et comment, par une animation, ce que font les clubs, on arrive à mettre tout ça en musique. Donc, pour ce tour de table, je vais commencer par un premier tour, juste avec une série de questions.
Je vais commencer par toi, Alexandre, comme annoncé, pour te demander simplement comment finalement on arrive, quand on est entrepreneur, notaire, euh, à, à rencontrer finalement cette question, cette dynamique territoriale. Comment on se retrouve à s'embarquer dans une aventure comme celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qui est l'Agora du Ternois, et puis bien sûr nous dire 2 mots sur ce qu'est cette Agora du Ternois. Bonjour à tous. Alors, c'est une question difficile parce que plus j'essaye de me souvenir du point de départ et plus c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on a démarré cette affaire, on ne savait pas du tout, il n'y avait pas de point d'arrivée. Donc c'est assez complexe d'être au clair sur ce déroulé. Je dirais que moi j'avais un postulat qui était à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui, qui était que je suis sur un territoire rural, dans une étude individuelle, et j'allais dire, c'est pas le modèle le plus répandu et a priori le mieux adapté pour l'avenir. Et donc j'avais une inquiétude aussi par rapport à ce territoire rural qui, comme tous les territoires ruraux, était plutôt en perte de services publics. On voit pas beaucoup de nouvelles personnes arriver. Enfin, voilà, j'avais une inquiétude il y a 5-6 ans par rapport à ça. Et je me disais, moi, mon activité, elle est complètement basée sur l'activité économique. Et donc, forcément, si ce territoire décline, j'ai toute chance que ça ne se passe pas très bien pour moi. Et puis, il y avait un deuxième aspect qui était que comme beaucoup d'études de notaire en France, ça, je pense que peu de gens le savent, mon étude, elle a presque 300 ans. Donc, elle est très, très ancienne, donc elle est très, très implantée sur le territoire, à tel point que bien souvent on a des clients qui nous disent j'ai mon dossier chez vous. Ça veut dire que moi quelque part je suis avec les collaboratrices de l'étude, on est de passage en fait, et les gens sont là et le dossier est là, et bon voilà, nous on est là temporairement. Et donc l'idée à un moment donné a été de se dire peut-être que si on attend que ce territoire continue à décliner, ou si on espère que peut-être les responsables politiques locaux arrivent à recréer une dynamique, on n'est pas sûr d'y arriver. Et donc l'idée était de se dire on va peut-être se prendre en main et essayer de faire quelque chose. Voilà. Et donc faire quelque chose, ça a démarré par juste une conférence qu'on a organisée avec Simon et quelques entrepreneurs qui avaient participé comme moi à la formation à l'EFC. Juste une conférence de présentation. Et puis on a laissé une feuille à la fin en disant aux gens qui étaient intéressés pour continuer qu'ils laissent leur nom. Et il y en a 5-6 qui ont laissé leur nom. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Mais et du coup, dans ce que tu dis, on voit en fait ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire la conscience que ce qui se joue sur le territoire autour de toi, à la fois tu y as un rôle, ce que tu dis avec tes archives, le fait que tu es une sorte de mémoire d'une partie de ce qui se passe sur le territoire, sur la vie économique, et en même temps une conscience que ce qui se joue dans la dynamique économique territoriale, son développement, ça a aussi une incidence sur ce que tu fais. Et je ne sais pas comment on fait le trait d'union entre ce que tu voyais pour ton propre modèle économique et cet investissement, parce que c'est quand même beaucoup de temps qui a été construit, c'est pas anodin que tu t'investisses là-dedans. Comment toi tu vois ce besoin de quelque part de territoire, si j'essaie de le dire comme ça avec une formule, le besoin de territoire pour ta propre activité? Je pense que sans trop intellectualiser les choses, en fait, je pense que c'est déjà une démarche très personnelle. C'est-à-dire que moi j'étais lillois, je suis allé me téléporter à Saint-Paul. Voilà, j'ai fait le chemin inverse de tout ce que les gens de ma génération ont fait, grosso modo. Et j'allais dire, j'avais envie de travailler au milieu de mes clients, en fait, je dirais un peu comme un médecin de campagne. En fait, c'était ça qui m'animait. Si vous êtes à Lille, par exemple, tous les notaires de Lille habitent à Marc-en-Barœul pour être sûr de jamais croiser un client le dimanche matin au marché, quoi. Moi, je voulais exactement l'inverse. Je voulais connaître les gens pour qui je travaillais. Et aujourd'hui, tant mes collaboratrices que moi-même, je pense qu'on connaît très bien 60% de la clientèle, en fait. Et c'est ce que je voulais. Et je me dis que c'est sûrement... J'ai quelques points de confiance pour le futur, dont celui-là, de me dire le jour où on sera
sous le règne de l'intelligence artificielle et que les actes se feront tout seuls, ce qui, à mon avis, est un horizon très très court, bah, cette dimension-là sera irremplaçable, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, parce que là, tu nous as dit un peu la genèse, mais du coup, ça aboutit sur quoi? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, l'Agora du Ternois? Quelle forme ça prend? Alors ça, c'est une question de tous les jours, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'invente au jour le jour. Donc, si je devais le définir aujourd'hui, c'est un creuset, en fait. J'ai pris le discours de Christian hier en route, mais ce qu'il a dit de l'Institut européen m'a fait penser un petit peu à la définition que je donnerais de l'Agora aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui fasse. C'est vraiment un endroit qui doit permettre à des gens de faire. Hein, donc on a pas mal de questionnements parce que aujourd'hui on est dans un monde de communication et par exemple comment on communique là-dessus, parce que c'est important que la population comprenne ce qu'on fait. Donc aujourd'hui une partie de la population qui sait vaguement ce que c'est. Il y a un petit peu de confusion avec la municipalité parce qu'il y a des zones de recoupement. Donc il y en a qui pensent que c'est la mairie. Enfin, bon, c'est un peu confus. Mais en même temps, je pense que c'est important que ça reste. Ça n'existe pas pour soi-même, en fait. Que toutes les dimensions, quelque part, j'allais dire, d'ego, n'apparaissent pas. Donc, je ne pense pas qu'il faut que toutes les actions qui se passent soient étiquetées Agora du Ternois, en fait. À la fois, il faut que les gens sachent ce que c'est, mais connaissent plutôt le principe plus que la structure. D'ailleurs, on est une association que depuis un an. Avant, on avait souhaité que ce soit pour éviter d'avoir des présidents, etc. Enfin, ce qu'on retrouve beaucoup dans le champ politique aujourd'hui, où finalement tout le monde essaye d'être le premier sur la photo, etc. Et je pense que nous, c'est l'inverse. On est des citoyens qui se prennent en main parce qu'on a un attachement au territoire qui est très fort. Si je le redis avec mes mots, ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est que du coup, derrière l'intention de l'Agora, c'est la mise au travail de ces ressources, c'est-à-dire comment on prend soin des ressources à l'échelle territoriale, c'est-à-dire de ressources collectives qui appartiennent pas seulement à ceux qui sont embarqués, mais qui sont ouvertes sur tout l'écosystème local. Et comment l'Agora, c'est, quand tu dis un creuset, c'est l'espace de renforcement de tout ça. Ok, je vais passer maintenant à la parole à Karine pour voir, parce que ce trait d'union entre vie économique et dimension territoriale, quelque part, tu l'incarnes à travers ta position un peu particulière, puisque tu étais participante de ce petit groupe engagé immédiatement, enfin, dès le départ de l'Agora, et en même temps, il se trouve que tu es devenu élu à Saint-Paul et engagé sur l'Agora au titre donc de ta délégation sur l'innovation. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur du coup, comment toi tu perçois cette dimension à cheval entre des initiatives individuelles et une dimension collective territoriale, et puis ce que tu essayes au titre de ton mandat d'élu, du coup de porter, insuffler, et comment ça rencontre du coup une intention qui était au départ entrepreneuriale. Bonjour à tous. C'est vraiment toute, je dirais, toute la complexité en fait de la position. Donc, à l'origine, on est des passionnés du territoire et des amoureux des gens, je pense. On est plein d'énergie. Donc on était vraiment dans l'idée de faire bouger les choses. Et puis un jour, parce que c'est un ami, parce qu'il trouve que ce qu'on fait c'est bien, cet ami qui est devenu maire de Saint-Paul, il me dit est-ce que tu veux être dans mon équipe, j'ai besoin de toi. Bon, au départ, c'était pas du tout le plan, puis je dirais que c'est plutôt les plans que je fuis. J'ai jamais fait de politique et sincèrement, j'aime pas trop la politique. Mais en fait, quand c'est quelqu'un comme Benoît Demany, qui est le maire de Saint-Paul, qui le demande et qui vraiment il incarne ce que tu veux faire, tu te dis tu peux pas dire non, quoi. Donc on peut pas dire on veut faire avancer le territoire et dire non quand tu as l'occasion. Du coup, forcément, j'ai dit oui. Et le trait d'union, c'est vraiment ça, c'est de dire
dans tout ce qui se présente, c'est d'apporter la tournure d'esprit qui est celle de l'EFC, en fait, et qu'on cultive au sein de l'Agora et depuis longtemps, qui est, c'est l'opportunité d'un seul coup de l'insuffler dans tout ce qui se passe, quoi. Donc ça s'est fait bêtement sans en dire trop pour l'instant, mais ça s'est fait vraiment bêtement grâce à la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une première idée que j'ai vue passer. Et là, j'ai dit, mais non, il ne faut pas le faire comme ça, quoi. Et faut pas le faire comme ça. Donc pourquoi c'est possible? C'est parce que déjà, il y a la confiance de l'élu, le maire, qui écoute et qui dit... Allez bien, ton idée, on peut essayer. On va essayer avec le premier adjoint. Est-ce que tu peux représenter l'idée au premier adjoint? Donc les deux, hop, je convainc les deux. Donc maintenant que tu as convaincu les deux, on va convaincre les autres adjoints. Donc avec les autres adjoints, hop, redémonstration. Et puis de là, en fait, la mayonnaise, elle est montée au point qu'ils m'ont dit, il faut que tu deviennes adjoint parce que là, il faut que tu sois dans cette posture pour pouvoir mener ce projet, d'autres projets potentiellement. Donc après, il fallait donner le bon nom à la fonction. Et c'est la difficulté, c'est de dire, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas m'enfermer dans une fonction commerce voilà, je dis, il faut vraiment quelque chose de transversal. Alors on est passé par tout, on est passé par nouveaux modèles économiques, on s'est dit non, alors, personne ne va rien comprendre, et donc on s'est rejoint sur innovation et participation citoyenne, en se disant, là c'est vraiment en gros ce qu'on veut faire. Donc voilà comment on devient le trait d'union entre l'Agora et l'autre pied dans la municipalité. Moi, ce que je trouve très intéressant, ça fait écho avec le discours de Christian Dutertre hier en ouverture. C'est une démarche de construction de politique territoriale qui part pas par un élu qui a la bonne idée et qui construit le truc. C'est d'abord la démarche collective d'acteurs. Alors, il n'y a pas que des entrepreneurs, citoyens, engagés, etc., qui du coup construit une proposition. Et il se trouve que on pourrait dire cette demande politique d'incarner quelque chose, de faire partie de l'équipe. Le trait d'union se construit avec la dimension plus administrative, on pourrait dire, des collectivités. Et là, on voit ce que tu dis, la mayonnaise prend. Mais du coup, dans la collectivité, est-ce que c'est un point où vous avez discuté de en quoi c'est faire du développement territorial que de faire l'Agora du Ternois? Et puis, est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur les réalisations de cette Agora? Parce que nous, on sait très bien ce que c'est avec Simon, et on a échangé beaucoup tous les quatre ensemble. Mais je pense que dans la salle, il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la France. Déjà, le Ternois, pour le situer, hein, c'est pas si simple que ça sur une carte. Et puis, aussi de nous dire, derrière ce terme d'Agora, le travail très concret qui est mené aujourd'hui et ce qui est fait aujourd'hui pour ça. L'Agora, vraiment, tel qu'on l'a rêvé, c'était un espace de coopération. On a longtemps travaillé à mettre les bons mots. Vraiment, le but, c'est que ce soit ouvert et que c'est vraiment un espace ouvert à tous dans lequel on coopère, on monte des projets selon les envies, les compétences. Et puis souvent, c'est en se réunissant que les idées germent et les façons de faire germent parce que c'est une tournure d'esprit aussi, et puis des gens qui ont envie de faire. Donc, est-ce qu'on est conscient de l'apport sur le territoire? Oui et non. Je dirais qu'on le vit franchement de l'intérieur. Souvent, on s'interroge en disant comment on doit se placer, on se torture un peu, mais ça, c'est peut-être notre côté un peu intellectuel. Et c'est là où ça nous aide beaucoup quand il y a Simon ou quand on entend Christian hier. Ça fait écho, et ça fait du bien que ça fasse écho parce qu'on n'arrive justement pas à mettre les mots sur ce qu'on fait, et ça fait du bien quand ça s'éclaire. Très concrètement, donc pour entrer dans l'illustration, ça a commencé dans le contexte de la crise sanitaire où donc notre maire qui a 48 ans, jeune, dynamique, je pense vraiment dans un esprit de coopération et solidarité, je pense de ses valeurs profondes, et ancien dirigeant d'une grosse entreprise de Saint-Paul,
il est allé voir tous les chefs d'entreprise en disant, bon là, il y a les petits commerces qui sont en train de crever, vous les gros, vous avez de l'argent, il faut absolument qu'on soit solidaires, vous me filez de l'argent, moi chaque fois que vous me donnez 1 euro, la mairie elle met 1 euro et on va donner de l'argent aux petits commerces, il faut qu'ils tiennent, parce que s'ils ne tiennent pas, c'est pas bon pour vos boîtes non plus, donc on est vraiment un territoire rural, hein. Donc ça, c'est l'idée telle que je l'ai entendue passer, en fait. Et là, moi, je lui ai dit, mais tu vas pas prendre l'argent et donner l'argent, c'est trop bête de le faire comme ça. C'est tellement beau de pouvoir déjà faire ça. Il faut réussir à embarquer tout le monde, quoi. Les commerçants, il faut qu'ils participent. On va pas juste, il faut les impliquer dans la démarche. Et après, il faut aussi emmener les habitants. Et puis pas que les habitants de Saint-Paul, hein, ça c'est une difficulté aussi, hein. Moi je suis territoire et souvent on est voilà, Saint-Paul, pas Saint-Paul, bon. Donc du coup ça a cogité et on s'est dit ben c'est simple, si on fait ça comme ça, en fait, en gros, on voulait créer une monnaie locale. Et ça, c'est quelque chose qui faisait fort écho au sein de l'Agora du Ternois. Et bon, on s'est dit, allez, banco, on se réunit. Il y en a qui sont passionnés de monnaie locale dans le groupe. On s'éclate, on s'est marré, on a rêvé, on a pris du plaisir, on a refait le monde. On s'est dit, ça va construire l'identité. Ouais, quel visuel on pourrait faire sur le billet. Ah ben, on a un pote qui est artiste peintre, il va nous faire le visuel parce que Saint-Paul, c'est les meuniers. Il y a une culture locale, les perlageois. Les perlageois, c'était joie et bienfaisance, leur devise. Ça nous parlait. On s'est dit, bon, ben, ça va parler à tout le monde, c'est les perlageois, hop, donc on a cheminé comme ça comme des fous, on a créé un billet de 5 euros, on va dire, et puis en fin de compte, plus on avançait, plus on s'est dit, waouh, monnaie locale, c'est quand même lourd, on va caler, on va pas y arriver, mais c'est pas grave, on va faire l'étape 1. L'étape 1, ça va être plutôt la forme d'un bon cadeau. Et comme ça, en même temps, on va tester si ça fonctionne bien, la monnaie locale, comment les gens vont réagir. On est vraiment en zone rurale. Comment les gens vont réagir avec un bout de papier qui vaut 5 euros. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que les habitants vont fonctionner? Puis après, on n'était pas non plus sûr de... C'est bien la monnaie locale, mais il faut pouvoir garantir qu'elle circule, mais qu'elle soit réinjectée. En fait, l'injecter, ça va, mais souvent, ça revient au point de départ. Il faut que ça tourne. Et donc, pour que ça tourne, il faut que les gens coopèrent. On partait de vraiment loin, donc on s'est dit, bon, on va faire simple. Et quand je dis simple, si je vous racontais tous les détails, ça l'était déjà pas tant. Mais on s'est dit, au moins cette étape-là, on est capable de la faire très vite. Donc on a créé des bons. Et là où c'est devenu absolument génial, c'est quand on mesure toutes les difficultés qu'on a rencontrées et tous les problèmes qu'on a dû résoudre. Donc, je vais juste dire la fin de l'histoire, parce qu'on est arrivé finalement à avoir d'un côté des bons qui ont été distribués par l'Agora du Ternois dans les boîtes aux lettres, en se disant bah, ça va amorcer la pompe. Et puis, c'est la municipalité qui a vendu, on a mis en place une régie. Enfin, pour ceux qui sont parmi les élus, c'est pas rien quoi, de mettre en place une régie où on a vendu des bons à 50% de leur valeur. Donc la municipalité, elle a mis 40 000 et les gens en fait ont acheté 40 000. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils payaient 25 euros, ils repartaient avec 50 euros. Donc on a vendu des bons, puis on s'est dit, comme on a un côté très économe, le papier, c'était un papier spécial. Donc ça a été aussi, comment on fait si c'est photocopié, machin. Donc non, on ne pouvait pas les photocopier, on ne pouvait pas les déchirer, on avait le papier, on a tout levé, tous les bons étaient numérotés, tout était suivi au numéro de bon prêt. Enfin, donc il a fallu discuter avec la trésorerie, on a mis tout le monde autour de la table, convaincre tout le monde, garantir que c'était vraiment sécurisé, mettre en place la vente des bons, vous imaginez la queue
Ça a marché. Hein. On se demandait, mais ça a bien marché. Donc, et du coup, en fin de compte, on a créé vraiment une animation du territoire. On a créé du lien entre les gens. Les gens, ils venaient acheter leur... alors, on l'a nommé les polos. Qu'est-ce qu'on a rigolé quand on a trouvé ce nom, mais c'était du bonheur, quoi. Donc, et les gens, ils adorent les polos et ils veulent que les polos reviennent. C'était magique, en fait. Ouais, c'était magique. En t'entendant, et puis après on va passer à... Parce qu'on pourrait passer à parler des heures de tout ça, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a une chose intéressante, c'est que pour moi tu mets des mots sur ce que Christian il appelait la politique hier au sens sociétal. C'est-à-dire c'est pas une posture politicienne, c'est comment on construit la vie de la cité, comment on institue des espaces pour permettre la vie de la cité. Et le Polo, c'est un outil du coup que vous mobilisez, comme tu dis, c'est créateur de liens. Et avec un autre point qui fait écho avec ce qu'on appelle la dimension territoriale, c'est le fait que ça mobilise aussi des imaginaires, des représentations très singulières et ancrées en fait dans Saint-Paul. Ce que tu disais sur les pères Lajoie, sur tout ça montre que le territoire, c'est aussi une ressource particulièrement vivace et qui demande à être animée, activée et mise en œuvre. Et là, on a un exemple à travers l'Agora d'une trajectoire d'activation. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet terminé où tout est derrière nous, on a tout fait, mais on voit bien l'élan qui est derrière. Et je trouve que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la salle, on vous passera le micro tout à l'heure, mais il y a un élan qui rejoint ce que disait Christian dans cette question de comment on pense une politique autrement, comment on fait une politique autrement. Et là, on a un essai, alors à la fois humble, parce qu'il n'y a pas 200 personnes qui s'y engagent et ça n'a pas tout de suite tout changé, et en même temps, comme tu le dis, hein, vous avez monté une régie, c'est pas rien. Vous avez embarqué des citoyens et beaucoup, et donc c'est pas rien. Et tous ces éléments-là, je pense que ça fait partie de ce qu'on cherche à faire dans ces universités d'été aussi. Quand Christian disait on a besoin d'espace pour révéler ces choses-là, c'est un des points extrêmement importants. Je vais passer maintenant à toi, Julien. Parce que ça doit te parler, ces initiatives de ce type-là, puisque le réseau Cocagne, on a eu donc ton président hier à la tribune, est pris aussi, on pourrait dire, par cette dimension, cet enjeu territorial, parce que les jardins, c'est aussi, ils sont pas sur la Lune, hein, ils sont dans des territoires, ils sont embarqués, et d'ailleurs, les logiques auxquelles vous essayez de vous affronter, les logiques d'insertion, les logiques de bien vivre alimentaire, elles sont ancrées, territorialisées. Et je sais de sources sûres, on va dire, que c'est un sujet, cette territorialité et cet aspect territorial, que les jardins travaillent avec beaucoup d'insistance. Et j'aimerais donc que tu nous dises un peu déjà, de manière un peu générale, comment tu entends cette question du rapport entre des initiatives entrepreneuriales, quand bien même associatives, entrepreneuriales d'un côté, et ce rapport au territoire, et derrière, du coup, ce que les jardins abordent sur ces questions. Oui. Oui, ça marche. Oui, merci de poser la problématique dans ces termes, parce que c'est vrai que, bon, on pourrait questionner le territoire et le nouveau modèle économique. Moi, le territoire, je ne l'ai jamais rencontré. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je connais des communes, des intercos, je connais des structures, mais le territoire, personne n'a jamais rencontré, enfin, a priori. Donc c'est un mot d'ailleurs qui, parce qu'il ne dit rien, a certainement un usage politique précis, dans la déresponsabilisation notamment des politiques publiques. Voilà, petit aparté. Donc, quand on parle du système agricole et agroalimentaire, en vous écoutant, je me souvenais que j'étais à Lille il n'y a pas très longtemps, enfin quelques années, il y avait une étude du Commissariat général au développement durable sur le système agroalimentaire du Nord-Pas-de-Calais, et qui montrait qu'en fait, il n'y a pas de territoire. En fait. C'est-à-dire qu'on analysait tous les flux d'importation de protéines, les flux d'importation d'azote, notamment pour la fertilisation, le système de production en grande culture, la transformation et l'exportation immédiate des biens, etc. Il n'y a pas de territoire agroalimentaire en Nord-Pas-de-Calais. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment des grandes importations mondiales de flux, quoi. Donc voilà, l'invention d'un terroir agroalimentaire, etc., est une fiction la plupart du temps, en tout cas sur les systèmes de circuits longs, quoi. Voilà, donc c'est très facile d'utiliser des mots, voilà, alors qu'en fait, quand on analyse réellement les conditions objectives de production, etc., il n'y a pas de territoire, en fait, ou très peu. Donc là, on est sur un vrai sujet. Alors, c'est vrai que pour les jardins de Cocagne, j'ai découvert en arrivant, en venant du monde agricole aussi,
une sorte de hors-sol paradoxal, c'est-à-dire que le jardin est connecté à la roche-mère, puisque en fait il est en bio, donc forcément dans le sol. Donc ça, c'est évidemment un ancrage. Alors territorial, je ne sais pas, biologique, organique, voilà. Mais c'est une économie administrée. Donc si vous regardez l'implantation des jardins, elle ne correspond pas à la carte pédoclimatique des zones de maraîchage, par exemple. Donc il y en a dans les Vosges, hein, dans le Limousin, en Isère, etc. Enfin bon, c'est pas des zones particulièrement maraîchères, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais ça traduit donc du coup que c'est avant tout des structures qui dépendent d'une habilitation d'État sur l'insertion par l'activité économique, la déclaration de poste, etc. Et donc ce sont avant tout des organisations qui relèvent d'une histoire de solidarité administrée par l'État. Voilà. Où là, la question du territoire, honnêtement, est vraiment problématique, enfin, n'est pas claire du tout. Ce qui veut dire que derrière, il y a des métiers qui sont liés à cette économie administrée. Bon, voilà. Et donc nous, on était dans le réseau Cocane sur un modèle d'essaimage de ce système que moi je qualifie de hors-sol. C'est-à-dire que, c'est un peu rapide, mais je le qualifie de hors-sol quand même. C'est-à-dire que vous devez trouver 5 hectares, une habilitation, ensuite vous avez une dotation en poste, vous pouvez lancer la machine, il y a des investissements. Alors, bon, faites gaffe quand même au secteur pro qu'il y a autour, etc. Mais c'est une logique endogène, quoi, de production. Et du coup, on se retrouve avec un modèle qui, dans une analyse comparée au secteur professionnel, de productivité, de rendement, sur les 30% de chiffre d'affaires qu'on doit réaliser avec la vente de légumes, etc. Voilà. Donc, pour moi, le territoire n'existe pas. En tout cas, dans un modèle, si je le schématise comme ça, d'essaimage de modèles à dupliquer, il n'existe pas. Ce qui amène, quand on le regarde bien, à une défaillance de modèle économique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a forcément derrière des tensions productivistes pour atteindre des équilibres financiers, et donc des besoins d'investissement, enfin retrouver logique agricole, investissement, production, rendement, volume, etc. etc. Voilà. Je schématise, mais c'était bien ce modèle qu'on était censé s'aimer partout, quoi. Donc, le renversement, c'était de se dire, mais en fait, de quel territoire Cocagne est-il réellement une réalité, quoi, voilà. Donc, on avait aussi un modèle d'organisation nationale qui consistait à avoir une expertise descendante de ce système d'essaimage, etc. Bon, le renversement, il est avant tout organisationnel et politique, c'est-à-dire c'est de se dire, en fait, il y a un certain nombre de nos structures qui font territoire. Mais faut-il encore révéler comment elles font territoire, qui sont-elles, comment elles le font, et c'est elles qui doivent devenir certainement le moteur d'entraînement des autres jardins sur cette définition de ce qui fait territoire. Alors pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte qu'une des solutions structurelles au modèle économique de nos structures, c'est de faire territoire. C'est-à-dire de générer des externalités qui soient reconnues, qui soient institutionnalisées et rémunérées sur le territoire externe. Donc il fallait donc faire ce renversement et partir d'un certain nombre de réalités objectives qui font territoire dans nos jardins. Par exemple, on a 27 000 familles abonnées au territoire, au jardin. Donc ça veut dire qu'elles viennent sur un lieu. Voilà. Est-ce qu'elles viennent dans des points de dépôt ? En quoi les points de dépôt définissent des territoires de circuit court ? Comment ces personnes se reconnaissent dans ce territoire de circuit court, qui donc du coup construit avec des points de dépôt associatifs, etc. Quel maillage territorial de circuit court ça crée ? Donc ça, c'était quand même assez objectif comme ancrage. Les transactions avec le secteur pro, Dominique en a parlé hier, c'est-à-dire comment du coup on fait appel aux producteurs qui sont à côté pour des compléments de gamme, etc. Et en quoi ça crée des éléments de coopération territoriale où on se reconnaît déjà sur un lieu qui échange. Voilà. Bon, ça, objectivement, ça fait un peu territoire. Éventuellement, les entreprises qui gravitent autour du bassin d'emploi et sur lesquelles on crée les passerelles emploi peuvent être dans la négociation, la discussion sur ce qui fait territoire d'emploi. Mais ça, c'est pas toujours évident dans les techniques, en tout cas insertionnelles qu'on a classiquement. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec des territoires de métier pour moi, des territoires institutionnels, mais parce qu'il fait la construction d'un territoire de coopération, en fait, et donc qui va définir un territoire de nouveaux modèles économiques. Voilà. Merci. Alors, je trouve que, ce que tu viens de dire, ça met des mots sur cette ambiguïté du mot territoire, parce qu'effectivement, il y a une lecture où en fait on parle d'espace administratif quand on dit territoire, et qui du coup fait ce que tu dis, c'est un territoire qui n'en est pas vraiment un, qui est assez abstrait. Et
c'est pour ça que dans l'introduction, je posais cette question plutôt de la territorialité, c'est-à-dire de cette épaisseur dans laquelle on est embarqué, on est pris, sur laquelle aussi on prend appui, parce que le territoire, c'est pas un élément de contexte seulement avec lequel on doit faire avec, c'est aussi un espace d'appui. On l'a vu dans le cas de l'Agora, c'est aussi dans ce que tu dis sur penser le projet d'insertion, de bien vivre alimentaire, etc. C'est aussi prendre appui sur la vivacité de ce qui se passe autour, contribuer, commencer à s'engager dans cette voie de faire territoire. Et là, je trouve que c'est intéressant, il y a cette conception que finalement le territoire, c'est une action de construction finalement de territoire. C'est pas un objet, mais c'est bien cette trajectoire dans laquelle on est embarqué. Et du coup, peut-être, tu pourrais nous donner, je ne sais pas si tu as en tête un ou deux exemples d'initiatives des jardins pour justement illustrer ce que ça veut dire cette action de faire territoire. Comment vous vous y prenez aujourd'hui dans les jardins? Oui, alors des exemples, on a des exemples, je vais en donner un, mais on a, au-delà des exemples, on cherche même à construire des référentiels d'action sur la construction territoriale. Je pense au bien vivre alimentaire, qui est travaillé avec Atémis, aux écopoles, qui est travaillé aussi avec Atémis, mais sur d'autres sujets, les tiers-lieux. Hein. Alors ça aussi, c'est pas un sujet de déterritorialisation des services publics. Enfin bon, passons. Ouais. On a même des expérimentations métropolitaines sur territoire à vivre avec le ministère de la Santé et Solidarité, etc. Donc on a décidé de faire territoire comme un acte politique. Hein. C'est vraiment très clair. Alors un exemple que je peux donner, parce qu'il vient de chez moi, dans la Drôme, je pense au jardin de Parenthèse, à côté de chez moi, où effectivement on a des jardins qui cherchent déjà leurs équilibres financiers. Il y en a deux sur une même structure, dans une zone qui finalement est là aussi très paradoxale. C'est-à-dire que c'est un lieu, on est dans la Drôme des collines, près de Romans-sur-Isère, etc. Et théoriquement, on se dit, bah là c'est le lieu de l'agriculture, quoi. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, le maire de l'Interco, il se rend compte qu'en fait, il a à ce jour 10% d'autonomie alimentaire sur son territoire. C'est un territoire de production agroalimentaire. Hein. Mais comme je le disais, d'importation, exportation. On fabrique de la raviole, de la pogne, enfin, vous avez peut-être entendu parler, c'est très bon, mais ça n'a strictement rien à voir avec la... Je veux dire, le blé, on ne le fait pas localement. Hein. Enfin, bon, bref. Donc il y a du maïs sur maïs, sur maïs, sur maïs, enfin bref. Donc, et de la grande viticulture. Hier, vous avez goûté du Gros Hermitage, d'ailleurs, qui vient de là. Et voilà, donc en fait, paradoxalement, ce n'est pas un territoire d'autonomie alimentaire. Donc, du coup, là, il y a un questionnement qui pose au périmètre des acteurs économiques du secteur. Et la directrice du jardin, parce qu'elle a écouté son collègue de Lorient, c'est là où faire réseau a du sens, hein, sur ce qui fait territoire, etc. Il avait mis en place un système qui s'appelle Fais pousser ton emploi, où la municipalité a mis en place une parcelle investie matériellement par la structure, avec un accompagnement de personnes en insertion pour devenir maraîcher. Donc elle a trouvé ça formidable, elle l'a proposé à la communauté d'agglo. Bon, unanimité absolue. Le truc, j'ai jamais vu, moi j'ai assisté au lancement, enfin vous avez tout, vous avez la FNSEA locale, hein, vous avez la Chambre d'agriculture, la Confédération paysanne, hein, les agricultures alternatives, les associations citoyennes, etc. Unanime. Moi dans le monde agricole, j'avais jamais vu ça. Enfin, c'est une anomalie. Voilà, ça n'existe pas, quoi. Et là vraiment, mais voilà, donc ils ont une parcelle, enfin ils ont une zone, un pôle agroécologique intercommunal. Et l'objectif, effectivement, est d'installer, je suis allé visiter récemment, il y a 6 personnes qui ont des trajectoires très très différentes, qui ont fait le tour du monde, qui ont changé de métier, qui ont des ruptures de vie, etc. Et qui sont accompagnés par un ancien maraîcher qui est très sensible aux questions de formation. Et ils partent de zéro, alors ils ont une parcelle, ils vont construire les serres, etc. L'objectif, c'est qu'en 2 ans, en alternance avec le CFPPA local, ils puissent devenir des maraîchers du coin, et donc contribuer ensuite avec la commune à faire territoire sur l'installation de nouveaux maraîchers pour la création d'une ceinture maraîchère, etc. Tout ça par le processus du dispositif apprenant de l'insertion, voilà, qui est aussi évidemment appuyé sur un modèle économique d'État. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup il y a des transactions intéressantes entre une politique d'État qui va trouver une implémentation territoriale au niveau d'un projet de ceinture maraîchère où la collectivité va venir à ce moment-là apporter sa plus-value, la mise à disposition d'un foncier, un cofinancement, etc. Donc tout ça se construit, mais alors vraiment sur des logiques de consensus et d'unanimité extrêmement positives. Voilà. Et là, on fait territoire. Voilà. C'est-à-dire que là, ça donne du sens à un projet. Il ne s'agit pas simplement de faire passer des gens par notre jardin pour leur trouver du boulot dans les services à la personne, dans la mécanique, le BTP. Il s'agit de reconstruire un tissu agroalimentaire local
parce que le maire a dit, le président de l'Interco a dit, moi, qu'est-ce que je fais dans 5-10 ans quand je me retrouve à 5% d'autonomie alimentaire sur mon territoire? Et qu'il a pris peur avec la crise Covid. Il a pris peur. Voilà. Merci, Julien. Ce que je trouve intéressant, c'est comment en fait ça met des mots sur un débordement qu'on rencontre à chaque fois qu'on discute des projets EFC, des projets territoriaux, de ces choses-là. C'est-à-dire comment on est à la fois engagé, acteur, là je parle de vos expériences à tous les trois, hein, c'est comment en ayant cette intention, on est obligé quelque part de la partager avec d'autres, mais ce n'est pas une obligation qui nous fait souffrir, au contraire, c'est l'occasion justement de faire territoire, quelque part c'est ce qui fait le cran qui permet de faire territoire. Et derrière, comment ça amène à des innovations, comme tu le dis, ça n'arrive pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça déclenche des choses qui normalement n'arrivent pas. Et c'est une forme d'innovation et de réinvention de la politique publique, en fait, alimentaire. Alors, quand on dit politique publique, on s'imagine toujours quelque chose qui part du sommet et qui se décline. Mais du coup, d'inciter un autre mode de construction de cette territorialité qui positionne d'ailleurs la question de l'acteur public pas comme le principal acteur, etc., mais qui pose cette question de comment on fait de la gestation, de l'appui, du développement de ces aspects-là, et avec des intérêts convergents, c'est-à-dire quand même, on se pose cette question du consensus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble derrière cette question-là. Je vais passer à toi, Claire. Quand tu entends les expériences qui sont là, les éléments qui sont là, une première question, c'est comment ça fait écho avec, pour le coup, la puissance publique et l'ADEME, c'est-à-dire une agence nationale qui se pose la question aussi de comment soutenir des démarches sur les nouveaux modèles économiques et notamment cette question de territorialité. Donc, rapidement, comment tu entends ces choses-là? Et après, peut-être nous dire comment, dans ton institution, est finalement conçue cette approche de la territorialité. Et pareil, si tu as la possibilité de nous donner quelques exemples, billes de ce que vous faites, ce serait voilà, un bon complément, je pense, à tout ce qui s'est dit jusqu'ici. Oui, tout à fait. Donc là, ça fait écho, effectivement, à ce que l'on peut porter au sein de l'agence. Moi, je vais l'aborder plus spécifiquement autour d'un programme qui s'appelle Coopter, qui est territoire de services et de coopération. Donc, ce qui donne un éclairage un peu de ce que l'on peut faire et qui est complètement en phase avec ce qui est présenté. Et donc, c'est un programme, en fait, qui a été lancé en 2020. Mais je vais reprendre un petit peu l'origine. Donc, on avait discuté avec Christian Dutertre et Patrice Vuittel sur des démarches territoriales qui pouvaient s'appuyer sur des nouveaux modèles économiques. Et à l'époque, on s'était dit que c'était vachement bien de faire quelque chose là-dessus. On avait échangé des notes, voilà, et puis on en était resté là, parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident de monter quelque chose comme ça ex nihilo. Et puis quand même, l'idée a fait son chemin, et on s'était dit que de toute manière, c'était intéressant parce que de travailler en synergie, parce que l'agence donc, est une institution publique qui porte l'intérêt général et les politiques publiques en matière de transition écologique et sociale. Elle apporte également des financements. On est capable aussi de faire de l'ingénierie de programmes d'action et de programmes de recherche. Et en même temps, Athémis, qui est un laboratoire de recherche et d'intervention, s'inscrit aussi dans un projet sociétal, donc un projet politique. Et donc, du coup, on se rejoignait quand même sur ce point, quand même très important. Et en plus, donc, Athémis porte un nouveau modèle économique qui a, on pense, beaucoup de potentiel environnemental et social, et a une posture également très intéressante, puisque c'est une posture de recherche-intervention. C'est une posture pas du tout fréquente, je vous l'assure, dans nos partenaires à l'ADEME, c'est pas fréquent, qui donc allie à la fois la recherche et l'action, et donc fait le pont entre l'académique et l'action, ce qu'on doit faire aussi au sein de l'agence. Et donc, cette synergie était tout à fait profitable. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de travailler en partenariat. Mais comme je vous le disais, c'était resté un peu dans les cartons. Et puis, en 2020, avec mon chef de service, Pierre Galliot, on s'est dit que c'était quand même la peine de faire quelque chose. Donc, on a en fait relancé cette idée un peu avant le confinement. En fait, c'est très curieux et ça correspondait en même temps à l'époque où on parlait du monde de demain.
Donc on était dans quelque chose d'assez négatif, ou de repli sur soi. Et en même temps, il y avait une espèce d'effervescence, plein d'idées sur ce qu'on pouvait imaginer pour aller finalement trouver des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. Donc c'était aussi positif et du coup ça donnait un nouvel élan et ça donnait un nouvel espoir. Et voilà, on s'est dit que le programme pouvait être un petit bout positif aussi dans cette évolution. Et on a contacté les directions régionales de l'ADEME, puisque le programme, c'est vraiment conçu pour être un programme à la fois du siège et des directions régionales pour justement avoir un ancrage. Et les directeurs régionaux ont répondu pour la plupart d'une façon très positive et se sont engagés dans ce programme. On a mobilisé également au niveau du siège la direction des territoires, la direction recherche et prospective et la direction des programmes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très transversal à l'agence. Et donc, on a continué à travailler avec Atemis, du coup, pour monter le programme. Alors, je vais juste donc maintenant vous exposer ce que c'est que le programme et notre positionnement. Donc, on est parti du principe que pour avoir des changements profonds des modes de vie, de modes de production, il faut pouvoir embarquer de façon concomitante les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens. Donc on part de ce principe qu'il faut que tout le monde puisse se mettre en mouvement pour avoir des changements de rupture qui soient à la hauteur de la transition écologique et sociale. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser finalement la question de l'échelle. Quelle est la bonne échelle d'intervention? Alors, quand on est sur une échelle macro, on est dans le monde des agrégats économiques, on ne voit pas beaucoup d'acteurs. Et donc, on n'est pas non plus à l'échelle individuelle. On s'est dit que de toute manière, pour vraiment pouvoir être à la bonne échelle, il faut travailler à l'échelle du système d'action, c'est-à-dire à l'échelle méso-sociale ou méso-économique. Et là où apparaissent les acteurs, les groupes d'acteurs, des collectivités, les entreprises, les citoyens, les associations. Et c'est sans doute la bonne échelle, c'est l'échelle territoriale, du projet territorial. Mais il ne suffit pas de dire, on a l'échelle territoriale, on a l'ensemble des acteurs, ok. Mais pour autant, on peut rester sur des modes assez classiques, finalement, de développement territorial et de développement économique. Donc c'est de chausser d'autres lunettes, de regarder les choses différemment, et c'est de passer par un nouveau modèle économique, de façon à ce qu'on ne reste pas uniquement dans des gains d'efficience. Voilà. Donc, et en cela, l'économie de la fonctionnalité de la coopération apporte des potentialités. Donc c'est vraiment d'embarquer un ensemble d'acteurs pour faire territoire autour de nouvelles façons de faire, de produire et de vivre. Donc c'est pas quelque chose en plus, mais c'est faire autrement. Donc là, c'est très important. Donc ça, c'était vraiment le positionnement. Alors concrètement, en fait, l'idée, c'est d'accompagner des porteurs de projets, soit peut être une collectivité, une association de citoyens, une entreprise, mais qui a le désir de travailler en collectif d'acteurs autour de grands enjeux de territoire, d'alimentation, de mobilité, de culture, de tourisme, de bien vivre alimentaire, etc. Et vraiment de travailler ensemble, se mettre au travail, comme on dit, et autour d'enjeux communs et partagés. Donc, on s'amuse à dire qu'on va incuber des écosystèmes coopératifs de la même façon qu'on incube des entreprises. Et on est parti, alors là, c'est tout le début. On a 2 projets pilotes et on a 11 projets, nouveaux projets, qui commencent à partir, donc c'est un peu tôt pour en dire quelque chose, mais on a déjà des porteurs de projets qui sont là, qui sont venus, c'est super. Il y a Luchon qui veut développer une régie alimentaire. Il y a Alowen, l'agence de l'énergie qui travaille pas mal avec Lorient, qui va travailler avec un groupement d'acteurs autour de l'emploi. Il y a le PNR des Vosges qui va travailler sur la ressource sapin en lien avec l'habité. Donc vous voyez, il y a une multiplicité de types de projets, mais tout en étant dans la même intention de faire autrement et pour développer, pour un nouveau développement territorial.
Alors là, je vais juste finir. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une dynamique de l'action pour porter des écosystèmes territoriaux. Mais ce n'est pas que ça, le programme Copter. Donc, on est aussi dans un lien avec la recherche, entre la recherche et l'action. Donc, il y a une dimension d'apport de nouvelles connaissances. Donc, on va coopérer, pas seulement autour de l'action, mais aussi coopérer pour produire de nouvelles connaissances. Et quand je dis nouvelles connaissances, ce sont des connaissances qui viennent du terrain et des connaissances qui viennent de la recherche. Et on a monté, de fait, une communauté de recherche avec des chercheurs de plusieurs disciplines et qui vont travailler avec les acteurs de terrain. Parce que l'idée, c'est de produire toutes ces connaissances, de les faire circuler, de les transférer, et de façon à trouver des nouvelles solutions. On pense que c'est vraiment dans ce foisonnement de connaissances et dans ces différents types de connaissances qu'on va vraiment pouvoir trouver des voies de changement, de rupture. C'est vraiment dans cette hybridation que les choses vont pouvoir se passer. Et donc c'est avec plusieurs communautés de porteurs de projets, communautés de recherche, et les communautés des accompagnateurs également, donc qui sont des accompagnateurs consultants, qui eux aussi vont faire ce maillage entre ces différents types de connaissances. C'est un exercice ultra compliqué, mais c'est vraiment un défi qu'on se pose. Et donc Athémis est là pour animer ces communautés professionnelles de consultants, accompagnateurs et de recherche pour justement avoir cette posture de recherche et d'intervention dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une dimension importante du programme, cette dimension de connaissance. Je te remercie Claire, parce que en fait, là, en revenant sur l'intention qu'il y a derrière ce dispositif, en fait, je trouve que ça fait écho à la fois à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire de cette épaisseur sur laquelle il y a besoin de s'attaquer et qui finalement demande une innovation, y compris pour une agence d'État, de penser d'autres dispositifs, de penser d'autres manières d'opérer, et combien ça demande aussi de construire autrement ces aspects-là pour attraper les différentes dimensions. Alors tu as réinsisté sur la dimension recherche, intervention et la place de la recherche. C'est le cas dans les jardins de Cocagne, il y a un lien aussi assez fort sur cette question qui est présente dans l'Agora du Ternois et le Club Noé. On va venir à toi, Simon. Il y a cette intention en fait de tenir ces multiples niveaux, de les faire rentrer en résonance, et en fait qui est pas un principe ou une intention comme ça un peu dogmatique ou une sorte de principe théorique. C'est en fait la question territoriale, si on la prend au sérieux, si on veut éviter ce que disait Julien, c'est-à-dire de mettre dans le territoire finalement quelque chose qui n'a pas d'existence autre que le mot, si on essaye de prendre au sérieux ce que ça veut dire, cette épaisseur, on voit combien ça nous invite à penser une intégration assez complexe. Tout à l'heure, je parlais de traits d'union entre des démarches pratiquement individuelles, citoyennes, et des démarches collectives, et comment ça rencontre aussi des intentions de plus long terme, des intentions politiques territorialisées, ancrées. Et du coup, ça me permet de me tourner vers toi, Simon, puisque notamment, on reboucle la boucle, pour reprendre ce qui était sur l'Agora du Ternois, mais aussi tout ce qui s'est fait ici dans le Club Noé. Quand on est animateur de justement ce va-et-vient entre la dimension terre-à-terre, terrain, micro, et la dimension collective, partagée, territoriale, comment on s'y prend? Qu'est-ce que ça demande de faire tout ça? Et du coup... voilà, le Club Noé sur tout ça, comment il s'y prend pour faire ce travail? Il s'y prend déjà pas tout seul. Il s'y prend en partant des acteurs qui ont, questionné leur modèle économique, qui l'ont analysé, notamment la dimension industrielle, et puis aussi tout ce qui existe déjà d'économie de la fonctionnalité. Je vous annonce une bonne nouvelle, vous avez tous un peu d'économie de la fonctionnalité dans vos modèles économiques. Mauvaise nouvelle, un peu tous aussi de logique industrielle. Mais du coup, premier point de départ, si moi j'ai pas ça, c'est pas une dynamique simplement d'un collectif de citoyens, en tout cas qu'on a pensé animer, c'est avant tout des acteurs économiques qui se posent la question de comment je peux intégrer les enjeux du territoire
dans mon développement économique. Donc première chose, il faut ces acteurs qui se posent ces questions-là. Il faut les accompagner aussi pour qu'ils puissent instruire ces questions-là. Et très très important, il faut qu'ils portent ce collectif de manière presque professionnelle. Ça a été, pas presque, c'est d'une manière totalement professionnelle en réalité. Et ça a été le point de départ finalement aussi un peu avec Alexandre, de dire que moi du coup on était dans son accompagnement, il me dit qu'il a une étude qui a 300 ans, donc un patrimoine immatériel très 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 important, des ressources immatérielles potentiellement à utiliser, à mobiliser très très importantes, sauf qu'en réalité s'il n'y a pas un écosystème d'acteurs qui est prêt à s'emparer de questions territoriales, on n'en fait rien quoi de ça. Donc moi c'est d'abord en fait pour aider Alexandre, là, comme j'étais dans cette logique d'accompagnement, de dire ben allez banco, on va essayer de co-construire cet écosystème. C'est comme ça qu'on a mis en place la première sensibilisation sur le territoire, avec aussi un réseau qui n'a rien à voir a priori comme ça avec les nouveaux modèles économiques, qui est le Rotary, mais qui est une structure locale qui rassemble plein d'acteurs économiques du territoire, qui se questionnent et qui se posent aussi des questions sur la dynamique de développement du territoire. Si j'ai pas ça, le Club Noé, il peut rien faire. Déjà, on peut me demander aussi de développer des dynamiques territoriales. S'il n'y a pas ça, je ne peux pas le faire. Deuxième élément très très important, encore une fois, qui est qu'il y a deux acteurs qui ont largement facilité le développement de dynamiques territoriales, qui sont en fait déjà les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avant toute chose, parce qu'ils ont traité, professionnalisé cette question de comment on anime, comment on fait de l'animation territoriale. Et ça a beaucoup aidé aussi. Le Club Noé, comme on est une agrégation finalement de différents réseaux qui, en gros, s'attaquent à ces questions de durabilité, de responsabilité, mais avec un axe et un prisme spécifique. Et celui de l'ESS, la question territoriale, il y a une grande histoire, en fait, il y a un grand professionnalisme. Et dans le Terre-Noire, en fait, il y a plein d'acteurs de l'ESS qui étaient déjà mûrs finalement pour pouvoir intégrer la question de modèle économique et de territoire. Il fallait être, entre guillemets, juste mettre le prisme un peu de l'EFC, d'identifier ce qu'il y a d'industriel et ce qu'il y a de EFC. Ça a été la méthode du coup que le Club Noé est là pour apporter, c'est dire voilà les lunettes que l'on vous propose d'avoir, comment vous pouvez regarder votre activité. Et c'est ça qu'on a fait dans l'Agora du Terre-Noire, c'est-à-dire que tous les acteurs sont d'abord ont analysé leur modèle économique, présenté une analyse de leur modèle économique devant les autres, en disant voilà ce qu'il y a de serviciel, voilà ce qu'il y a d'industriel. Et les acteurs qui se connaissent depuis très très longtemps, en fait, ont découvert plein de choses. Et en fait, de là est né des projets, juste parce qu'on a parlé du modèle économique, qui sont devenus des projets communs et qui ont abouti jusqu'à un début de monnaie locale, puis ensuite des événements toutes les semaines, les polofolies culturelles aussi pour se mettre au service d'un certain nombre d'acteurs, de commerçants qui n'avaient pas pu bénéficier de l'opération des polofolies à cause de la crise sanitaire. C'est aussi une chose pour moi très très marquante de l'Agora du Terre-Noire. Karine et Alexandre, vous connaissez depuis une vingtaine d'années, c'est ça à peu près? Vous avez des activités professionnelles a priori différentes, avec Karine qui travaille dans un bureau d'études dans le bâtiment, et puis Alex dans son étude. Et sur ces 20 années-là, malgré une confiance, un engagement sur le territoire, il n'y a pas eu forcément de rapprochement entre les deux activités. Là, avec l'Agora du Terre-Noire, ils ont vraiment fait un rapprochement très très fort de leur activité. Ils ont co-construit presque, je sais pas, une structure ou des nouveaux services qui intègrent les expertises des deux acteurs, et surtout aussi une connaissance des acteurs du territoire qui fait que ça peut prendre aussi, qui est très très importante et qui est une ressource fondamentale. Et puis enfin, le dernier acteur très très important qui a permis aussi d'intégrer cette dimension territoriale avec les nouveaux modèles économiques. Mon président en a parlé en introduction hier, c'est le point de départ de l'émergence de l'EFC en Nord-Pas-de-Calais. C'est la question de c'est quoi la politique publique? Quelle politique publique qui fait le lien entre le développement économique et puis tout le reste, entre guillemets, l'aspect environnemental, le social, le développement territorial avec tous les aspects immatériels que nous, on y rajoute. Comment on arrête de penser une politique publique on pense les choses encore en fait de manière industrielle, c'est-à-dire en silo.
On va penser le développement économique d'un côté, puis il y a les enjeux environnementaux de l'autre, puis il y a le social encore de l'autre. Le point de départ de l'émergence de l'EFC, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la politique publique? Quelle politique publique, si on rassemble tous ces enjeux-là, si on pense vraiment les enjeux de manière intégrée, qu'est-ce que ça donne? Ça a été du coup un point de départ central. S'il n'y a pas ça, on ne s'intéresse même pas aux questions en fait, de territoire. Il n'y a pas le terreau favorable aussi pour pouvoir, dans le programme d'action du Club Noé et dans le soutien que le Conseil régional donne au Club Noé, ce ne seraient pas des choses sur lesquelles on aurait été poussé, challengé sur la manière dont on déploie les nouveaux modèles économiques. Parce qu'au début, on prenait, alors le territoire, c'était la région, on prenait des dirigeants de réseaux régionaux et puis on les mettait ensemble et puis on les faisait travailler sur un modèle économique et on espérait que ça développe des choses. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on soit un petit peu challengé sur mais quelle réalité sur les territoires l'EFC ça produit. Est-ce que dans les modes de consommation, les acteurs du territoire, il y a quelque chose qui a bougé concrètement ou pas? Et là, vous voyez, dans les premiers retours qu'on a eu autour des polo-polo, l'enjeu central, c'était en fait de développer une consommation locale. Mais vraiment, on a eu des retours d'acteurs où c'est presque été ancré dans leur corps, cette question de consommer local, de se poser la question de l'impact que l'on a lorsque l'on consomme sur notre territoire, etc., qui n'étaient pas du tout des questions avant, qui étaient posées pour un certain nombre d'acteurs du territoire. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces dimensions, bien savoir s'entourer des acteurs qui ont creusé ces questions-là, et puis bien identifier qu'est-ce qui permet d'aboutir à ce genre de très très belles réussites. Ils ont été très humbles, mes deux acolytes à côté, parce que des résultats extraordinaires ont un peu en termes de création et de sauvegarde d'emplois, en termes d'investissements locaux sur le territoire, sur la diversité des acteurs aussi qui sont dans l'agora du Terre Noire, avec des acteurs aussi bien de l'économie sociale et solidaire, de l'économie dite plus traditionnelle. Il y a l'entreprise Erta aussi qui a beaucoup contribué au financement des polo-polo, et qui ça a même eu un impact sur les salariés d'un certain nombre d'entreprises qui ont proposé de donner des polo-polo aux salariés, et ils ont consommé local, chose que certains, en fait, ils travaillaient près de Saint-Paul, mais ils n'allaient jamais consommer, voir les magasins de Saint-Paul. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions-là qui font que, encore une fois, un club ou un dispositif pour intégrer ces questions à la fois de territorialité, de nouveaux modèles économiques. S'il n'y a pas, comment dirais-je, cette coopération entre ces différents acteurs pensés dès le départ, et encore une fois, si on ne part pas des acteurs de leur modèle économique qui a été le point de départ, c'est très compliqué, à mon avis, de déployer une dynamique territoriale telle qu'il a été fait sur Saint-Paul ou sur la Côte d'Opale. Merci Simon. Je trouve que tu remets un autre regard encore sur ce qu'on appelle faire territoire, ce que disait Julien, sur le fait de faire territoire et de ce que ça demande, ce que ça prend. Alors là, tu es revenu un peu sur les conditions les conditions initiales pour que les gens s'embarquent, un peu ce que ça demande comme prise comme décalage en fait pour chacun de questionnement, de comment on s'oriente autour de ces aspects-là. Peut-être pour refaire un petit tour, parce que du coup, j'imagine que vous avez tous envie de réagir à ce que vous avez entendu des uns des autres. Je commencerai par Karine et Alexandre, dans l'ordre que vous voulez. Hein, mais parce que Simon a raison, je pense, d'insister sur tout ce que ça représente. Mais je pense que les gens, ils ont mesuré, enfin, dans la salle, vous avez dû mesurer à la fois que c'est pas une démarche facile et en même temps que ça a quand même produit des choses. On n'est pas non plus dans quelque chose qui est complètement embryonnaire. Ça a enclenché des choses, et même si on pourrait dire on n'a pas le modèle abouti dont on pourrait rêver, en même temps, il n'y a pas rien, il y a des tas de signaux extrêmement forts qui sont là. Pour autant, j'aimerais voir avec vous, là, aujourd'hui, c'est quoi les perspectives que vous avez, c'est-à-dire les sujets sur lesquels vous avez encore besoin de travailler, où vous dites, là, on coince, on est toujours pris par ces questions et on coince, ou alors, on a envie de le faire, mais on ne sait pas encore comment. Ce sont des choses, donc, voir un peu les perspectives que vous percevez dans le projet de l'Agora. Voilà, à vous deux, dans l'ordre que vous voulez. Pour partager les projets, on a deux rêves en fait, et je me dis que j'ai 4 ans et demi encore
pour essayer de les réaliser. Le premier rêve, c'est de créer un habitat vraiment avec de l'inclusion sociale, un vrai. Ça, c'est le premier. Et là, on a bien avancé sur ce sujet-là ensemble. Et le deuxième, moi je rêve, bon alors c'est vraiment dans ma tête et je voudrais choquer personne, mais moi je rêve de recréer une ferme communale parce que la ville a des terres, socialement il y a un vrai besoin et je trouve que le sens c'est vraiment de cultiver. Donc on a la chance d'avoir dans les écoles, c'est transformé localement, on a une cantine, hein. Donc je me dis, mais le sens, il est là, quoi. C'est de donner de l'emploi, produire des légumes qui sont transformés dans la cantine. Et si on peut aussi emmener les enfants réapprendre à cultiver le jardin, je pense qu'il y a un vrai travail de ce côté-là à faire et à faire chez les tout petits. Et vite, et retravailler toute cette dimension-là. Bon, alors donc maintenant que j'entends tout ça, effectivement, c'est l'habiter et l'alimentation. Donc ça c'est nos rêves. Donc tu disais les difficultés. Je pense que clairement, quand on est élu, on a quand même accès, on a plus de facilité à mettre en place des projets parce que ça demande une énergie de dingue. J'en ai beaucoup, mais il en faut vraiment beaucoup. Et je pense que dans les besoins, on a vraiment besoin de tout cet environnement qu'on retrouve ici et que vous nous transmettez, et bien plus quand vous êtes près de nous. On a vraiment besoin de vous pour nous aider à convaincre les gens qu'on est dans la bonne direction. Quand on vous entend, on en est vachement sûr. Mais quand on est tout seul, on se dit on est dingue ou quoi. Enfin, c'est ça, quoi, hein. Donc ça, c'est dur. Et une autre difficulté, c'est qu'après, il y a des réalités concrètes et administratives. C'est que, par exemple, nos polo et puis les polofolies, on développera une autre fois ou plus tard. Mais une grosse contrainte à laquelle on s'est heurté, c'est de dire, mais vous n'avez pas la compétence économique. Et Dieu merci, parce que je cherche partout et que j'ai vu qu'il y avait des gens à M qui avaient fait des bons cadeaux. Mais je me dis, comment ils ont fait ? Ils ont fait les bons cadeaux. J'ai appelé M. J'ai parlé au gars qui a mis en place, mais il m'a dit, mais si, tu peux, à la fin on se tutoyait, tu peux signer une convention de délégation exceptionnelle de compétences. Donc je dirais vraiment que déjà ça, il faut le garder. Voilà, je lance un appel si on peut localement avoir des initiatives et donc permettre de pouvoir les faire. Et ensuite, la notion du service public, c'est pour moi, hein, c'est vraiment que tous ces gens qui ont des idées, et il y en a partout, je suis sûre, et il y a beaucoup de gens dans les assos, je trouve qu'il y a une richesse dans les associations, mais bon sang, tous ces gens-là, il faut être à leur écoute et dire de quoi tu as besoin. En fait, moi, c'est ça qui nous a aidé à réaliser ça, et moi, c'est en ça que mon maire m'aide, c'est de dire de quoi tu as besoin. J'ai besoin de ça. Tac, hop, il m'aide, et il faut beaucoup d'aide en fait pour pouvoir réaliser. Mais c'est comme ça qu'on arrive à construire, et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire bouger un territoire. Il y a plein de gens qui ont des idées géniales, il faut juste les aider. Je te remercie. Alors là, en deux minutes, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé à la fois du besoin. Là, quand on fait les universités d'été de l'Institut européen de l'école de la fonctionnalité, on vous dit c'est une communauté qui se rencontre. Et Christian parlait de combien c'est précieux et combien c'est revigorant ces espaces-là. Et tu le dis là, combien aussi ça te conforte, alors à l'échelle des universités, mais aussi dans les territoires, d'avoir des collectifs qui partagent cette intention et puis qui se soutiennent. Et puis il y a une deuxième dimension que tu as développée, c'est la dimension professionnelle, c'est-à-dire entre pairs. Alors il se trouve que dans l'Institut, il y a aussi un dispositif qui s'appelle Ville-Pair, territoire de la transition, qui avait notamment comme intention de faire ce qu'on appelle des groupes de pairs. D'ailleurs, cet après-midi, il y a des groupes de pairs qui sont organisés, qui permettent aussi de se dire, mais comment tu te débrouilles de cette question ? Comment on s'y prend pour trouver aussi un étayage professionnel ? Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est le sujet des ateliers cet après-midi, ça change aussi le métier
d'élu, le métier de technicien, mais aussi le métier d'animateur territorial, le métier de politique, enfin, animateur de politique publique. Tous ces métiers-là, finalement, se trouvent bousculés. Et c'est une dimension qui, quand on dit nouveau modèle économique, en général, on voit bien la dimension perspective de nouvelles formes de production, de nouveaux systèmes économiques, mais il y a une sorte de minoration quelque part de ce que ça demande du côté du travail, au sens de l'activité professionnelle, de métier. Et je trouve que c'est intéressant que tu reboucles sur ces questions-là, parce que c'est vraiment un sujet où le besoin de soutien, c'est pas juste adhérer à notre projet, ça fait partie de la question, mais c'est aussi comment on a les ressources pour le mener, et c'est pas juste des ressources financières, c'est aussi les dispositifs de soutien, d'appui à tout ça. Je ne sais pas si tu veux apporter un complément, pardon, Alexandre. Oui, moi je veux bien rebondir sur la notion de territoire, en fait, que moi j'intellectualise pas du tout. Je pense que pour nous c'est vraiment quelque chose qu'on a, j'allais dire, dans la peau, en fait. Et je le vois dans mon métier, en fait. Moi j'ai un territoire, mon activité elle a des limites territoriales qui sont sans doute très très anciennes, qui sont sans doute liées au fait que il y a 200 ans, on allait au marché à tel endroit et pas à tel autre. Et donc, je vois très bien, si je devais faire une analyse sociologique, je vois très bien que arriver à un point X, après, c'est plus mes clients, en fait. Donc, je pense qu'il y a une dimension ressentie qui est très, très forte. Voilà. Et donc, on est un territoire. Je ne sais pas dire pourquoi, mais nous, c'est clair qu'on est un territoire. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est sur le besoin d'aide. En fait, comme on fait quelque chose qui s'invente au jour le jour, on ne sait pas bien. En fait, c'est pas un projet en réalité. Tout à l'heure, Madame a parlé de porteurs de projets, etc. Moi, j'ai du mal avec cette notion-là parce que justement, on ne sait pas où on va du tout. Donc, ne serait-ce que si on veut aller chercher un financement, etc., il faut remplir un dossier pour montrer qu'on fait un projet. En fait, on ne s'est jamais dit qu'on faisait un projet. Et donc, on en a plein dans la tête. Moi, je pense que Karine et moi, on est des pyromanes. En fait, on allume des incendies un peu partout. Après, on souffle sur les braises à droite à gauche. Et on n'a pas le temps de faire des dossiers. Enfin, voilà, c'est quelque chose de spontané, de vécu. Et puis, j'allais dire, moi, ça me fait du bien parce que je fais un métier purement intellectuel, purement immatériel. Et du coup, le côté ressenti est important. Et j'allais dire, nous, on souffre, mais on se marre bien aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on vit, quoi. Voilà. Merci Alexandre. Peut-être Julien, quand tu entends à la fois les projets, je ne sais pas si tu as entendu, mais il cherche quelqu'un pour animer une ferme à Saint-Paul. Et du coup, quand tu entends ça, comment ça fait écho avec ce que tu entends de tous les jardins qui, du coup, sont confrontés à la même question, quelque part, de ce rapport au territoire, de cette construction territoriale et des difficultés qui vont avec, de ce que ça soulève comme projet, besoin d'appui, etc. Oui, il y a des choses qui parlent. Bon, je ne pourrais pas là trop évoquer la dimension des ressentis du territoire, parce que c'est territoire de vie, territoire d'histoire, bon, que forcément ces acteurs ressentent et vivent. Alors, nous, je voulais juste revenir sur un point. Si on s'est dit qu'on n'avait plus à essaimer un modèle hors sol, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur des territoires cocagnes. Alors voilà, on a lâché le mot territoire cocagne. Mais là, alors c'est très intéressant parce que du coup, de quel droit se permet-on de faire un appel à manifestation d'intérêt ? Enfin, voilà les réactions. Enfin, normalement, c'est la puissance publique, les fondations privées. Enfin, qu'est-ce que vous faites ? Ben, on fait exprès de faire un AMI parce que c'est nous qui définissons ce qui doit faire territoire. C'est-à-dire en quoi le modèle économique que vous nous renvoyez est le produit d'un construit territorial. Voilà. Donc c'est en redéfinissant complètement, ça nous permet de nous mettre sur des bases qui ne nous mettent pas en porte-à-faux dans la réalisation ensuite des trucs. Cette AMI, voilà, une trentaine de structures qui ont répondu. On va voir, ce n'est pas un concours, donc c'est une question d'éligibilité à des critères sur la question de ce qui doit faire le minimum pour construire le territoire. Mais évidemment, comme on est en train de le vivre, je me rends compte que c'est pas si simple. Et par exemple, là, il y a une métropole avec qui je suis en relation étroite ces heures-ci, qui nous dit, moi, le projet de territoire, c'est moi qui le définis. Donc, en l'occurrence, on est sur la construction de fermes en insertion, non pas en régie, mais confié à un opérateur, pour alimenter les cantines. Voilà. Donc, moi, le projet de territoire, c'est bon, c'est moi qui l'ai. Par contre, le modèle économique, c'est à vous de vous en débrouiller.
Donc on cherche un opérateur qui va résoudre seul le problème du modèle économique posé par la définition de l'interco sur le projet de territoire. Or, en fait, en vous écoutant, je me rends compte que le modèle économique, c'est le projet de territoire, c'est l'économie du projet de territoire. Donc il faut tout reprendre, voilà. Mais vous voyez que là, on a un problème, c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce que c'est trop tard. Pour un certain nombre de... Il y a des mandatures, il y a des trucs qui sont partis, il y a des effets de financement de court terme, etc. Donc, et là, en l'occurrence pour la métropole, j'essaie d'avoir des réunions téléphoniques d'urgence en leur disant « mais non, ne faites pas ça !» Il faut qu'on revoie avec vous ce qu'est le projet de territoire. Et en l'occurrence, ce n'est pas d'alimenter les cantines. Surtout pas. Enfin, on n'y arrivera pas avec les hectares que vous nous proposez, etc. Il faut repenser ensemble quel est le sens d'un projet de territoire sur l'alimentation sociale, par exemple. Et le modèle économique va être un modèle qui sera peut-être moins productif. Bon, ce n'est pas des petits hectares au milieu des maisons. Moins productif, certainement plus serviciel sur la question de où placer l'insertion dans ce projet de territoire. Et c'est ça qui est au cœur du modèle économique. Mais alors là, il va falloir réviser les conditions de financement, y compris en intercollectivité, ce qui va devenir compliqué, etc. Voilà, donc ça se construit, et ça se construit sur la politique publique. Mais on a un problème, vous voyez, de collectif. Hein, c'est-à-dire que la collectivité dit « mais c'est moi qui définis le projet de territoire. Enfin, excusez-moi, mais vous allez fournir les cantines. » quoi. Voilà. Il n'y a pas de nouvel modèle économique possible sur un projet de territoire qui est défini dans ces termes-là. Voilà. Alors, heureusement, pour essayer de résoudre ces questions nouvelles pour nous, on se positionne sur les propositions de l'ADEME, de Coopter. Et voilà, donc on essaie, nous aussi, d'évoluer sur les conditions d'accompagnement. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Donc c'est intéressant de se former avec les dispositifs que vous proposez et surtout d'élargir le spectre en fait, d'expertise, puisqu'on voit que c'est des mécaniques qui ne relèvent pas que de l'insertion ou de l'alimentation, etc. Mais c'est des mécaniques beaucoup plus complexes qu'il faut qu'on mette en œuvre. Merci Julien. Claire, dans tout ce que tu as entendu, et puis là avec du coup, ce que vient de dire Julien, comment tu réagis à ce que tu entends là et à ces appels, du coup, ou plutôt comment ça fait écho aussi. Tu rappelais les intentions qui sont derrière le dispositif que tu nous as présenté tout à l'heure. Comment ça fait écho avec du coup ce que tu as entendu là? Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de démarches citoyennes, de démarches d'acteurs du terrain, donc ça, des associations, des entreprises, des collectivités, voilà, des élus. Et puis on voit bien qu'il y a une porosité entre en fait ces différentes organisations, individus et tout ça. Mais que c'est compliqué en fait. Il y a énormément d'élan, c'est très vivant, mais c'est très compliqué aussi. Et du coup, il y a vraiment besoin de dispositifs d'accompagnement, mais pas uniquement des dispositifs justement, enfin des instruments financiers ou réglementaires. On voit bien que c'est des instruments qui vont accompagner l'innovation sociétale. Et dans sociétal, je mets environnement et social. Économique. Et c'est vraiment de l'innovation et la participation citoyenne. C'est bien ça, voilà. Et donc, c'est vraiment, il faut, parce que ça se fait pas forcément, ça se fait de façon spontanée, mais il y a tellement de difficultés qu'il faut qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement des institutions publiques. Voilà, donc je l'ai exposé à travers notre programme Coopter. C'est déjà un petit bout du problème, enfin, qui permettent d'apporter, je l'espère, des solutions. Et on voit qu'il y a aussi, c'est chouette, plein d'acteurs qui portent aussi ce type de dispositif. Donc il n'y a pas que les institutions publiques proprement parler, mais l'AMI Jardin de Cocagne est aussi très intéressante. Donc ça va totalement dans le même sens. Donc on va vraiment dans une même trajectoire. Je trouve ça super intéressant. Et donc, on a intérêt à pouvoir travailler en synergie, faire des retours d'expérience. Ce qu'on va faire là, on voit que c'est émergent là, dans ce qu'on monte, nous, là, dans les dispositifs. Mais une fois qu'on va avoir beaucoup plus de matière, des choses émergentes, on a tout intérêt à échanger. Là, c'est un espace intéressant. Et bon, il existe sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération aussi beaucoup de dynamiques territoriales qui sont portées par les clubs, le club Noé, il y en a d'autres en région, avec qui on travaille, nous, et qu'on soutient. Et on voit tout l'intérêt aussi, dans notre programme, pour l'instant, le programme, moi, c'est pareil, hein, je fais pas à pas, pareil. Et on pose des petites briques
Et la prochaine brique que moi je vois bien, c'est de plus travailler avec les clubs territoriaux, avec les systèmes d'acteurs territoriaux, parce qu'on a tout intérêt à mettre ce qu'on fait en perspective et à voir comment on peut coopérer. Alors, par des petites choses peut-être au départ, et puis peut-être avoir plus d'ambition après. Enfin, tout ça est à monter. Merci Claire. Alors, quand on vous entend tous, à la fois, je pense qu'on mesure la rupture, c'est-à-dire comment ça change la perspective de cette relation au territoire. Je vais être un peu caricatural, mais quand tu disais le territoire qui n'existe pas, du territoire administré, aménagé par le haut, et qui du coup est juste le lieu où les choses se passent, mais c'est en fait l'espace géographique dans lequel ça se passe, mais pas cette incarnation, à la dynamique là qui est posée, qui part aussi, on pourrait dire un peu à multiniveau, qui se rencontre avec des intentions qui se partagent, avec énormément de besoins derrière le besoin de coopération, c'est le besoin aussi de s'accorder sur ce que sont les intentions, sur comment on s'y prend pour naviguer ensemble, comment on s'appuie les uns les autres, et pas dans une mesure où il y aurait un qui est le porteur et celui qui a une sorte de vérité, mais plutôt la mise en résonance des vérités très disparates et en même temps, pas pour autant moins vraies de chacun des acteurs, de ce à quoi on se confronte, et comment on part aussi du réel, de l'activité, du travail, de ce qui est mené pour penser ensuite ces formes de dispositifs. J'ai bien l'idée d'un projet où on ne sait pas où on va. C'est une notion, par exemple, cette question de projet à laquelle on est assez souvent confronté, de comment on sort de la logique du projet dans sa version industrielle, où on sait toutes les étapes et le déplie jusqu'à la fin, et puis au final, on voit si on suit le processus, à un projet qui se construit en avançant et qui pose des vraies questions de conception, y compris quand on rentre dans les questions de politique publique, de penser des trajectoires territoriales. Comment on invente ça? Et on voit qu'il y a un foisonnement extrêmement fort là. Enfin, on n'a quelque part que deux acteurs entre l'Agora du Ternois et Jardin de Cocagne. Alors Jardin de Cocagne, c'est un grand acteur, mais on n'en a que deux autour de la table. Il y en a sans doute plein d'autres dans la salle. Il y en a encore plus partout en France, et on voit déjà le foisonnement qui est là. Et du coup, ça m'amène à un point un peu conclusif pour le coup, puis je demanderai à Simon de réagir à ça. C'est on mesure aussi à la fois le besoin très fort d'espace comme on a ici. Tu parlais de réflexivité, Claire, de retour d'expérience. On va parler cet après-midi dans les ateliers de groupes de pairs, de ces questions de métier, de tout ce besoin. Ce matin, pardon, juste après. C'est le décalage horaire, c'est pas grave. On va parler donc de ces métiers, de ce besoin quelque part de se soutenir, de faire communauté. Quand on utilise ce terme, c'est pas un terme creux ou c'est pas galvaudé, c'est pas une marque qu'on essaie de construire ou non, c'est-à-dire aussi comment on s'inquiète les uns des autres, comment on partage sur la base de nos expériences, comment on se fait confiance, comment on parle aussi du réel avec beaucoup de transparence, de nos intentions, comment on construit de la politique, ce que disait Christian très justement, c'est-à-dire là on n'est pas dans des grandes orientations théoriques, on est ou dogmatiques, on est dans une question de comment on fait vivre, comment on fait vivre cette communauté, comment on la met au travail pour, ce que tu disais Karine, nous aider, pas simplement les autres, mais aussi nous aider là tous ici. Et du coup, ça c'est notamment un rôle qui est un des rôles de l'Institut fort d'ailleurs, de faire ça, mais du coup dans l'Institut il y a aussi, tu le mentionnais Claire, des clubs territoriaux. On en a un là à la table qui nous accueille en plus pour ces universités d'été. Ça fait pas mal de boulot en perspective, ça, Simon. Comment, à partir je ne fais pas de toi le porte-parole de tous les clubs, j'oserais pas, mais à partir de ce que tu entends là, ce qui est aussi vivant tous les jours dans le Club Noé, dans ce dont on discute dans le CA, dans le CO, donc dans le conseil d'administration et le conseil d'orientation, comment tu vois l'évolution, le besoin demain, et puis je ne sais pas si tu as des énergies à mobiliser, du coup c'est l'occasion je pense. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà beaucoup, encore une fois, des énergies. Le Club Noé, c'est pas, heureusement, c'est pas juste 2 salariés, un conseil d'administration. Vous avez des personnes membres du Club Noé qui sont le Club Noé, en fait. S'ils ne travaillent pas, et tous les autres acteurs de l'Agora du Ternois, il
ils ont fait un boulot considérable, vraiment considérable. Là, je repensais à ça quand tu parlais de la régie, Karine. Il ne faut bien pas oublier que les acteurs accompagnateurs, on peut venir une demi-journée à peu près par mois, on peut échanger de temps en temps avec les acteurs du territoire assez régulièrement. Pour autant, après, on repart sur autre chose. Et en attendant, les enjeux où on est seul pour prendre des arbitrages vachement durs, à se poser des questions, etc., si les acteurs ne se réunissent pas, ne travaillent pas ces questions-là ensemble régulièrement, avec cet enjeu de convivialité, mais aussi avec un vrai enjeu de professionnalisation en tête. Il ne faut pas juste, surtout pas juste, je pense, y aller avec une conviction morale. Parce qu'on a eu là dans les derniers, c'était loin d'être un long fleuve tranquille, nos affaires dans l'Agora. La coopération a été mise à rude épreuve plus d'une fois dans l'Agora. Et l'une des principales explications de cette affaire, de mon point de vue, c'est qu'on a trop souvent considéré la coopération comme un enjeu moral. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est un travail mais considérable. Considérable d'aller juste de comprendre les contraintes des uns et des autres, de voir un peu comment on peut penser un projet un petit peu différemment, qu'il faut défendre à chaque fois un projet auprès d'un acteur qui n'a pas du tout cette même vision, etc. etc. C'est un travail énorme, mais surtout qui n'est jamais reconnu du coup. La vraie limite de ça, y compris pour nous, parce que dans nos belles histoires, là, on a un certain nombre d'acteurs qui sont à chaque fois pas loin de l'épuisement professionnel quand même. Parce que c'est pas reconnu, symboliquement, déjà, mais aussi économiquement. Tout ce travail-là. Si tant que c'est du bénévolat, cette affaire-là, je pense qu'au bout d'un moment, là, pour la suite, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas de changement d'échelle si c'est une affaire de bénévole. Par contre, si c'est une affaire de métier, de modèle économique, etc., qu'on attaque ces questions-là, alors là, on a une piste de modèle économique, de changement d'échelle. Voilà, c'est vraiment très, très important. Et du coup, c'est pour la suite et pour aussi être aidant sur la question de comment on déploie largement ça, il ne faut surtout pas tomber dans le piège, encore une fois, parce qu'il y a un risque aussi d'industrialiser, du coup, ces dynamiques-là. Et de faire exactement ce que Julien du coup, disait tout à l'heure, une tentation de dire, tiens, je suis à un niveau national ou un niveau un peu méso comme ça, et je duplique, et je monte un process de déploiement de cette affaire-là. Alors ça, je pense que ça, on se plantera si on fait ça. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est créé du tout. On avait encore une fois des éléments d'analyse, de pensée, etc., des convictions des acteurs sur le terrain, et c'est à partir de là qu'on est allé interpeller, encore une fois, une politique publique, des modes de financement, etc., et qui avait été aussi, heureusement, travaillé dans le conseil d'orientation, dans l'autre mission du Club Noé, de nous, acteurs qui pensons le déploiement des nouveaux modèles économiques sur notre territoire, qui ont du coup un rôle institutionnel là-dessus, comment on fait bouger un petit peu les cases qui nous embêtent dans le déploiement de l'EFC. C'est pas normalement, classiquement, encore une fois, c'est descendant, les cases elles sont définies en haut. Le déploiement des nouveaux territoires et nouveaux modèles économiques, c'est ça, grosso modo, les critères. Voilà le process pour mettre en place, voilà le mode de financement. Club, voilà ton boulot. Ça ne marchera pas. Je pense vraiment que, en tout cas, on n'aurait pas créé l'Agora comme ça si ça avait été fait comme ça. Je pense que si j'avais été voir Alex en disant, voilà, j'ai une commande entre guillemets du conseil régional pour déployer ça, il m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, quoi, c'est pas mon sujet. Donc c'est vraiment bien avoir en tête de ne pas tomber dans les travers, encore une fois, d'un modèle qu'on critique et un modèle industriel. Et je réinsiste encore une fois pour la suite, dans cette perspective de changement d'échelle qu'on abordera en table de clôture, c'est vraiment on a besoin d'autres réseaux. Nous, on a de la chance en plus plus en Nord-Pas-de-Calais, peut-être en Picardie, mais j'ai moins l'impression que c'est autant présent. C'est que cette tradition finalement d'être dans des réseaux qui du coup abordent à chaque fois ces questions de durabilité avec un prisme bien différent. Certains parlent de RSE, certains parlent d'économie circulaire, de performance globale, de patrimoine immatériel collectif, etc. L'ESS aussi a tout un vocabulaire très très riche, une manière d'aborder ces questions de modèle économique, et cette spécificité-là, elle nous permet au bout d'un moment de toucher juste lorsqu'on veut embarquer les acteurs avec nous, parce qu'ils sont dans cette logique-là, ils manipulent ce vocabulaire-là qui permet d'avoir une vraie
un vrai point de vue très très complémentaire. On ne pense pas du tout, nous clubs, en fait, que l'EFC allait définir à l'avance. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est toujours bien embêté pour définir c'est quoi l'EFC, c'est quoi l'Agora du Ternois, etc. En fait, vous prenez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils vont vous dire une très belle définition qui est très très juste avec leurs mots. Moi qui ai plus une vision, entre guillemets, athémicienne, économique, etc., j'utiliserai d'autres mots. Et vraiment, cette richesse-là de diversité de points de vue, c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir cette diversité d'acteurs, que si, encore une fois, je pense que si on ne l'a pas, notre projet ne marche pas. Si on n'a pas les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec nous, ça ne marche pas. Si on n'a que les acteurs là, ça ne marchait pas non plus. Sans la collectivité non plus. Donc voilà, je pense que vraiment la suite pour aider les clubs là-dessus, c'est vraiment qu'ils s'emparent de cette mission d'une agrégation finalement de tous les acteurs qui ont une vision, une spécificité sur ces questions de durabilité, et puis de proposer la clé de lecture de l'EFC, humblement, pour savoir comment ils peuvent s'en emparer et eux-mêmes définir la manière de déployer ces dynamiques territoriales. Merci Simon, merci à tous. Vous pouvez les applaudir quand même pour l'exercice.